la une de l'actualité ce soir, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, un couple uni par l'histoire et la géographie, une relation de raison avec des projets majeurs de développement. Demain s'ouvre à Ouagadougou le 6e sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Quels sont les enjeux de la rencontre de la capitale burkinabé? Concrètement, quels sont les projets majeurs communs aux deux pays qui seront examinés à ce sommet? Le ministre des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur est notre invité. Il viendra nous répondre. Un autre projet important pour le développement du Burkina Faso, le barrage de Samadeni. Le chantier est à un taux d'exécution de 98%. Le plan de gestion environnementale et sociale du projet est aussi avancé. Un constat fait sur place par la mission de supervision conjointe des partenaires techniques et financiers. On en parle dans cette édition. Dans cette édition également, Dimanche Sport, Mahamadi Iwena viendra nous donner un tour d'horizon de l'actualité sportive du week-end. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, le Premier ministre de Côte d'Ivoire est arrivé cet après-midi à Ouagadougou. Amadou Gon Coulibaly préside demain avec son homologue burkinabé le Conseil des ministres conjoints ivoiro-burkinabé. Un Conseil des ministres qui fait partie des activités du sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Vincent Tiendrebego. Il est environ 17h40 quand le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, foule le sol burkinabé à l'aéroport international de Ouagadougou. Il est accueilli par son homologue burkinabé, Paul Kaba-Thieba, et des membres de son gouvernement, puis une délégation de la communauté ivoirienne venue lui dire à Kouaba, bienvenue. Les deux chefs de gouvernement se sont ensuite entretenus brièvement dans le salon ministériel avant que l'hôte du jour ne s'adresse à la presse. Vous vous souviendrez que le 7 juillet dernier, j'étais ici à Ouagadougou pour avoir une séance de travail avec le Premier ministre burkinabé, mon frère Paul Thieba. Cette visite avait pour objet de préparer donc, la 6e réunion du traité d'amitié et de coopération qui lie le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. À l'issue de ces travaux, nous avons soumis donc, les ordres du jour donc, à nos deux chefs d'État. Ils ont validé l'ordre du jour de la prochaine réunion. Et je voudrais vous confirmer que demain après-midi, le président Alassane Ouattara donc, sera ici à Ouagadougou pour donc, le sommet des chefs d'État qui va lieu le 18. Une heure plus tôt, c'est une importante délégation ministérielle de la Côte d'Ivoire qui a débarqué dans la capitale burkinabé, et cela dans le même cadre du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dans ce même cadre, les deux gouvernements burkinabé et ivoiriens tiennent ce lundi un conseil de ministres conjoint, lequel doit précéder la conférence au sommet du TAC prévu mardi. C'est donc dire qu'après le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui est attendu à Ouagadougou. Mais avant de poursuivre avec ce journal, le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, est avec nous pour une communication importante. Monsieur Rémi Dangenou, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez la parole. Alors, je voudrais donc porter à la connaissance de vous, téléspectateurs, cette déclaration du gouvernement relative au mouvement annoncé par le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso. Suite à l'appel du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso à un mouvement de délibérage général dans tous les services de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, au motif d'une remise en cause par l'administration de la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 29 mai 2017, le gouvernement, par la présente déclaration, vient apporter l'information juste aux travailleurs du Trésor public, aux usagers et à l'opinion nationale. Cet appel au débrayage intervient dans un contexte de relecture des arrêtés portant conditions et modalités de répartition du fonds commun des agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et de la Direction générale des impôts. En rappel, l'un des engagements du protocole d'accord est relatif à la relecture du texte portant conditions et modalités de répartition du fonds commun des agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Dans cette même dynamique, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, SNAID, a également demandé la relecture de l'arrêté portant conditions et modalités de la répartition du fonds commun des agents de la Direction générale des impôts. Il convient de noter que la relecture de ces textes devait se faire dans un processus participatif et consensuel.
À cet effet, des concertations impliquant des représentants du SATB, du SNAID et de l'administration ont eu lieu au sein des directions générales concernées et se sont poursuivies au niveau du groupe de négociation mis en place afin de concilier les propositions faites par ces syndicats avec les principes de solidarité, d'équité, d'unicité et de non-discrimination qui ont toujours gouverné la répartition du fonds commun. En dépit de cette série de concertations, les syndicats sont restés inflexibles sur leur position. En l'absence de consensus et afin de respecter les engagements du gouvernement, notamment le paiement du fonds commun du premier trimestre 2017 au plus tard le 15 juillet 2017 et le relèvement de son taux de 70 à 100% pour la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et de 75 à 100% pour la Direction générale des impôts, le ministre de l'économie, des finances et du développement a instruit le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et le directeur général des impôts de procéder au paiement du fonds commun au taux de 100% et selon les modalités de répartition définies par les arrêtés actuellement en vigueur. Le gouvernement tient donc à souligner le caractère illégal du mouvement de débrayage général initié par le SATB, car n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation préalable, comme l'exigent les textes en la matière, et dénonce toute velléité d'extension de ce mouvement à tout autre syndicat. Le gouvernement tient à apporter à la connaissance de l'opinion que les motivations de ce mouvement, qui comportent entre autres exigences le départ de certains responsables administratifs, comme l'ont demandé le SATB et le SNAID dans une lettre conjointe adressée au chef du gouvernement, ainsi que les velléités d'extension de cette liste à d'autres personnalités, sont des signes d'une tentative de déstabilisation que le gouvernement ne saura tolérer. Le gouvernement rappelle que le premier trimestre de l'année 2017 a été jalonné de mouvements sociaux dans plusieurs départements ministériels, dont le ministère de l'économie, des finances et du développement, avec des conséquences négatives sur notre économie. Afin d'apaiser le climat social et d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents, le gouvernement a consenti d'énormes efforts et ne saurait tolérer que pour des questions de répartition interne des éléments de motivation, le fonctionnement des structures publiques soit pris en otage à des desseins inavoués. Par conséquent, le gouvernement condamne fermement les actions en cours et invite tous les travailleurs de bonne foi à s'en démarquer. Le gouvernement sait compter sur le sens de responsabilité des travailleurs. Il tient à assurer et à rassurer tous les travailleurs et usagers des services du ministère de l'économie, des finances et du développement, et particulièrement du Trésor public et des impôts, que des dispositions seront prises pour assurer leur accès aux dites administrations. En tout état de cause, toute absence non justifiée sera sanctionnée conformément aux dispositions réglementaires. Le gouvernement réaffirme son entière disponibilité au dialogue social dans le respect des lois de la République. Ouagadougou, le 16 juillet 2017. Merci à vous, M. Rémi Danginou. Je rappelle que vous êtes venu nous porter une communication importante. Merci d'être venu. Et la suite de ce journal, et pour la suite, c'est connu, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations dans plusieurs domaines, dont celui de l'énergie. Depuis 2001, en effet, la Côte d'Ivoire fournit du courant électrique au Burkina Faso à travers une ligne d'interconnexion. Quelle est la quantité du courant qui arrive au Burkina et quel est son apport pour l'économie burkinabé? Arrive-t-il à réduire le gap en matière d'électricité dans notre pays? Des questions mais aussi des réponses avec Moussa Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Voilà un des grands symboles de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le port source de Zatouli, situé dans la périphérie ouest de la ville de Ouagadougou. Quand le courant vient de la Côte d'Ivoire, il arrive ici et à partir de là, on le transforme pour l'amener à un niveau plus bas, pour maintenant d'ici aller vers la ville en suivant plusieurs canaux. Un canal qui part vers le sud pour contourner, aller jusqu'à Padoua, et un autre canal qui part vers le nord pour continuer pour aller jusqu'à Kosodo. Et à partir de là aussi, nous alimentons Wayougia, nous alimentons aussi Koudougou. C'est en 2001 que la ligne d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est mise en service avec une fourniture de 50 MW, mais elle ne s'arrêtait qu'à Bobo-Dioulasso. Il faudra attendre 9 ans, soit le 31 décembre 2009, pour qu'elle arrive à Ouagadougou. Une fourniture qui va crescendo et qui va s'accélérer avec le TAC, le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays.
En 2016, cette fourniture d'électricité au Burkina Faso par la Côte d'Ivoire passe de 70 à 83 MW, soit 3 MW en plus par rapport à la décision prise à Yamoussoukro par les deux États. Nous recevons près de plus de 35% de nos besoins de la Côte d'Ivoire. C'est considérable. Et comme vous le savez, l'énergie coûte moins cher en Côte d'Ivoire que chez nous du fait qu'ils utilisent des moyens de production moins chers. Donc nous avons plus intérêt à utiliser cette énergie-là pour réduire notre coût de revient de l'électricité. Et si par exemple la Côte d'Ivoire n'a pas augmenté leur fourniture là, cette année, les désagréments qu'on a connus allaient être encore plus. Mais comme ils ont fourni un peu plus, ça diminuait un peu. C'est vrai que malgré tout ça, il y a eu un manque. Au prochain TAC, le Burkina compte demander à la Côte d'Ivoire de passer de 83 à 90 voire 100 MW. Une fourniture additionnelle qui, selon le directeur général de la Sonabel, permettra de réduire le déficit que connaît le Burkina Faso. Et puis d'elle, on en parle toujours à chaque sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Elle, c'est bien l'autoroute à construire entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Un projet qui tient à cœur aux deux pays depuis 2008. Le projet va coûter 2000 milliards de francs CFA. Côté burkinabé, les études pour le tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso sont complètement bouclées. Reste celui de Bobo-Dioulasso jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. Mais finalement, qu'en est-il de l'autoroute exactement? Quel est le niveau global d'avancement du projet? Explication avec Nyarkiteda et Jean Zongo. 600 km, c'est la longueur de l'autoroute sur le territoire burkinabé. Elle va partir de Ouagadougou jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et nous avons donc le point de départ pour ce qui nous concerne ici à Ouagadougou. Et donc nous passerions parallèlement donc à la route existante par Kokologo pour arriver aux encablures de Koudougou par ici. Alors le reste du tronçon, vous le voyez, nous passons donc à Boromo, Ouahabou, passons à Ouahabou, et nous effleurons ici Oundé, et nous continuons jusqu'à Bobo-Dioulasso. Et à partir de Bobo-Dioulasso, lorsque les études seront terminées, vous voyez, nous passons également vers Banfoura, Yangologo, jusqu'au point d'arrivée là, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Elle va coûter plus de 1200 milliards au Burkina. Mais le jet en vaut la chandelle. Des échangeurs avec des bretelles d'accès équipés de postes de péage, des aires de repos et de services, ainsi que des blocs sanitaires, entre autres, jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, font partie de ces projets d'autoroute. C'est un projet d'envergure et l'engagement avait été pris à la 5e réunion du traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire de tracer les sillons pour le démarrage des travaux par des études correctes de tous les tronçons avant le TAC 2017 à Ouagadougou. Les études ont été entièrement achevées sur financement du budget de l'État sur le tronçon Ouagadougou jusqu'à Bobo-Dioulasso, environ 365 km. Donc ces études sont achevées, totalement achevées. Il reste les études sur le tronçon Bobo-Dioulasso jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. Et là encore, nous avons le financement avec la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lentement mais sûrement, le projet de l'autoroute va prendre forme dans la partie burkinabé, à en croire le ministre en charge des infrastructures. Toutes les conditions sont réunies pour le début incessant des travaux. Nous avons décidé de faire une première section entre Ouaga et Koudougou. Ça coûte un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Et nous avons décidé de réaliser ce tronçon-là par le mécanisme du partenariat public-privé. Nous pensons que dans les 6 mois qui nous a été accordé, nous pourrons en tout cas sélectionner, retenir donc un partenaire privé pour la réalisation de ce projet. La réalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou va permettre de dynamiser les échanges économiques entre les deux pays. Son coût global est estimé à 2000 milliards de francs CFA.
Quant à lui, il constitue le cordon ombilical entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le chemin de fer reliant Abidjan à Ouagadougou. Mais depuis les années 2000, le train a perdu de son lustre. Le tonnage transporté par la RAN est passé de 1 500 000 tonnes à près de 800 000 tonnes. Mais avec le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, les autorités des deux pays ont pour ambition de redonner plus de dynamisme au transport ferroviaire chargé de beaucoup de symboles. On en parle avec Abdelaziz Yadibou. Plus rapide, mieux sécurisé et plus vital pour l'économie. Autant d'ambitions que Burkinabés et Ivoiriens nourrissent pour la ligne ferroviaire d'Abidjan à Ouagadougou, aussi dite chemin de fer Abidjan-Niger. Long d'environ 1150 km, ce réseau ferré est une sorte de cordon ombilical qui relie le port d'Abidjan à la capitale burkinabé et assure la mobilité des populations et le transport des marchandises de la Côte d'Ivoire, pays côtier, vers le Burkina, pays de l'Interland, et vice-versa. Construite dans la première moitié des années 1900, cette ligne va être gérée et exploitée une trentaine d'années durant par la RAN, la Régie nationale des chemins de fer Abidjan-Niger, qui est une entreprise publique appartenant à la Côte d'Ivoire et au Burkina. En 1995, cet héritage de la colonisation est concédé à la Citaraï, une filiale du groupe français Bolloré, ce pour une durée de 15 ans. Initialement, ce chemin de fer colonial devait parvenir à aller d'Abidjan, mais à partir de Bobo, aller vers Bamako. Bon, c'est par l'action du Moro Nava de l'époque, qui fournissait de la main-d'œuvre, que l'action a été menée, l'exigence a été faite pour que ce chemin de fer parvienne à Ouagadougou. Au fil des ans et en fonction du climat sociopolitique qui prévaut, le trafic sur le réseau va connaître des hauts et des bas. Aujourd'hui, le tonnage a un peu baissé. Nous sommes autour de 800 000 tonnes l'an. Mais bien avant la crise ivoirienne, on avait atteint des seuils en tout cas de 1 300 000 tonnes par an. Le groupe Bolloré et la société Pan African Minerals admise pour l'exploitation du manganèse de Tambao vont s'accorder pour donner un nouveau souffle à ce réseau aux infrastructures vétustes et de moins en moins adaptées au contexte actuel. Cette volonté commune est matérialisée au 4e traité d'amitié et de coopération en juillet 2014 à Ouagadougou par la signature d'un accord qui charge Citaraï d'injecter plus de 262 milliards de francs CFA pour réhabiliter cette liaison ferrée entre Abidjan et Kaya. La société exploitatrice de manganèse, elle, porte la responsabilité de construire le terminal minéralier au port d'Abidjan et de prolonger la ligne de Kaya jusqu'à Tambao. En somme, les investissements annoncés devraient permettre à Citaraï d'offrir une capacité de transport de marchandises et de personnes 5 fois plus importante. Les trains de voyageurs devraient pouvoir, eux, rallier Abidjan à Ouagadougou en moins de 20 heures. Mais hélas, cet ambitieux chantier, prévu pour démarrer en début 2015 pour une durée d'exécution de 3 ans, va rester en souffrance jusqu'à nos jours. Nous sommes parvenus depuis 2016 à la signature d'une convention de concession révisée avec le groupe Bolloré. Et malheureusement, au cours des négociations qui ont suivi, nous sommes restés bloqués sur une annexe suspensive qui traitait des dispositions de compensation. Cette annexe qui constituait vraiment le nœud cordelien est en train d'être levée parce qu'au cours des dernières rencontres que nous avons eues avec le groupe Bolloré a accepté de renoncer donc à ses revendications sur qui étaient prévues sur cette annexe. Projet ambitieux qui cristallise les espoirs aussi bien au bord de la lagune Ébrié qu'à Ouagadougou. Les populations des deux pays frères émettent le vœu de voir dans les mois à venir le train de cette fraternité siffler plus fort sur un rail mieux sécurisé et jalonné d'infrastructures modernes et confortables. Pays de l'Interland, le Burkina Faso compte sur ses voisins comme le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire pour avoir accès à la mer.
En 2016, près de 30% des importations du pays sont rentrées par le port d'Abidjan. Le corridor ivoirien est utilisé depuis les années 60. Mais quelle est l'importance de ce corridor pour l'économie burkinabé? Quels sont les produits qui transitent par ce axe? Qu'est-ce que l'État burkinabé engage comme recette sur ce corridor? On essaie de comprendre avec Urbain Benito Somé, Moussa Ouedraogo et Abouakar Sagnon. Les opérateurs économiques burkinabés ont de tout temps emprunté le corridor ivoirien pour l'importation et l'exportation de diverses marchandises. Selon le Conseil burkinabé des chargeurs, le corridor routier Abidjan-Ouagadougou a été le plus important corridor pour le Burkina Faso depuis les indépendances. Mais la crise ivoirienne a eu un impact sur le trafic entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Depuis 2006, le corridor ivoirien est passé au 3e rang en termes de volume de transit après celui du Togo et du Ghana. Jusqu'avant la crise, on était entre 70 à 75% de taux d'usage de ce corridor. Mais la crise a sérieusement impacté ce corridor qui a fortement reculé en volume car le Ghana et le Togo ont repris le leadership et je pense que la Côte d'Ivoire vient en 3e position aujourd'hui. À la fin de la crise en 2011, il y a eu un regain d'intérêt des chargeurs burkinabés pour le port d'Abidjan. Le trafic terrestre à l'importation sur le corridor ivoirien est passé de 473 000 tonnes en 2011 à 992 000 tonnes en 2015. Pour ce qui concerne le trafic à l'exportation, il est passé de 87 000 tonnes en 2011 à 280 000 tonnes en 2015. Les statistiques de la douane confirment la densité du trafic sur ce corridor. À nos jours, il y a une bonne reprise quand même et nous pouvons donner en moyenne autour de 1630 véhicules par mois de la Côte d'Ivoire à destination du Burkina Faso. En 2016, 28% des importations du Burkina Faso sont passées par le corridor ivoirien. Les principaux produits importés de la Côte d'Ivoire, c'est surtout les produits alimentaires. Nous avons aussi les savons et les autres produits cosmétiques. Nous avons les ouvrages plastiques, nous avons le bois et nous avons certains produits aussi de la quincaillerie. Maintenant, dans le cadre des exportations, nous avons les animaux vivants, surtout les bétails et la volaille. Nous avons aussi le coton, les graines d'acajou et les fruits et légumes. Selon le premier responsable du Conseil burkinabé des chargeurs, le corridor ivoirien est vital pour le Burkina Faso au regard de l'intensité des échanges commerciaux entre les deux pays. Et la Côte d'Ivoire représente à nos jours le corridor le plus important du point de vue des potentialités pour le Burkina Faso. Le corridor ivoirien vient également en tête en ce qui concerne les droits et taxes perçus par la douane burkinabé au profit du trésor public. En 2015, nous avons récolté autour de 415 milliards. Et sur les 415 milliards, nous avons 149 milliards de droits et taxes que nous avons récoltés sur les marchandises en provenance de la Côte d'Ivoire. Ça nous revient encore à 36% des droits et taxes que nous avons récoltés. Et en 2016, nous avons 461 milliards. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons 157 milliards qui fait encore 34%. Donc, si nous devons faire une comparaison par rapport aux autres corridors, la Côte d'Ivoire vient en tête. Cependant, les tracasseries routières sur le corridor ivoirien impactent négativement les échanges commerciaux entre les deux pays. De nombreux efforts ont été faits et les opérateurs économiques burkinabés ont l'espoir tourné vers le 6e traité d'amitié et de coopération. Ils attendent de cette rencontre des solutions idoines à cette difficulté. La Côte d'Ivoire, première destination des voyageurs burkinabés, environ 5000 personnes quittent quotidiennement par la route le Burkina Faso pour ce pays. Le plus important des flux de voyageurs entre le Burkina et ses pays voisins. Mais passagers et transporteurs ne sont pas toujours satisfaits de la libre circulation des personnes et des biens sur ce axe. Ils se plaignent surtout des multiples tracasseries. Urbain Benito Somé, Vincent Tiendrebego.
Gare routière de Tampoui à Ouagadougou, point de rencontre de voyageurs en partance ou en provenance de différentes localités du Burkina. Aussi, de nombreux passagers embarquent ici, direction la Côte d'Ivoire. En effet, l'axe Ouaga-Abidjan se présente comme le plus important dans le flux de voyageurs entre le Burkina et les pays voisins. D'un point de vue global, nous pouvons estimer à peu près un mouvement réel d'autour de 5000 personnes qui va vers la Côte d'Ivoire par jour à travers les gares. Et quand on regarde un peu le nombre de Burkinabés installés en Côte d'Ivoire, il peut être estimé aujourd'hui à plus de 4 à 6 millions. Et naturellement, ce trafic entre les deux pays bat le record pour tout ce qui est donc des autres trafics en direction de Burkina Faso. Même si les bus circulent chaque jour entre les deux pays, les transporteurs déplorent toujours certaines tracasseries sur leur trajet, surtout sur le sol ivoirien. Au niveau de la donne, on se comprend là-bas. Mais aux forêts, anti-drogue et puis police en mairie, c'est les trois quoi là qui nous fatiguent un peu. C'est le paiement. Dans le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire, les transporteurs burkinabés ne sont autorisés que sur 3 corridors en territoire ivoirien. Une situation désavantageuse selon les intéressés. Le constat est clair. Nous avons 3 corridors qui sont orientés vers le port. Et les Burkinabés ne sont pas uniquement sur l'axe des ports. Les Burkinabés sont en campagne, sont dans les champs et nous souhaitons arriver dans les grandes villes les plus proches des champs des Burkinabés pour pouvoir au moins exercer cette activité du transport de façon légale. Sinon aujourd'hui, nos confrères de la Côte d'Ivoire pensent que ce que nous faisons ou trouvent que ce que nous faisons est illégal. Au moment où les autorités des deux pays se rencontrent à Ouagadougou, les transporteurs, à travers leur organisation nationale, n'ont qu'un seul souhait, que cette disposition du TAC soit révisée. Si des Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, il y a aussi des Ivoiriens qui sont établis au Burkina Faso. On estime leur nombre à environ 35 000 personnes qui évoluent dans plusieurs secteurs d'activité. Ces ressortissants ivoiriens se sentent bien dans le pays qui les a adoptés. Qui sont-ils? Comment vivent-ils leur intégration? Jean-Eudes Bayala et Olo Poda sont allés à leur rencontre. Reportage. Il est l'un des doyens des ressortissants ivoiriens au Burkina Faso. Kwadio Kona a déposé ses valises au pays des hommes intègres en 1983. Après 34 ans de vie au Burkina, dont 32 ans de service à Diakfa Matériaux, Kwadio s'est fait une place dans le pays qu'il a adopté. Dès que j'ai fini mes études, j'ai travaillé seulement 3 ans chez moi et j'ai passé toute ma carrière ici au Burkina. Au début, c'était la révolution en 83. Mais je me suis intégré très facilement. Personne n'a su que j'étais un Ivoirien. Comme Kwadio, ils sont nombreux les cadres ivoiriens exerçant dans l'administration privée au Burkina Faso. Mais le plus grand nombre se retrouve dans le secteur informel, débit de boissons, restauration, coiffure et autres services. Il est venu dans le but travailler dans un maquis. C'est une dame qui nous a fait venir. Et arrivé, j'ai vu sur le terrain que je pouvais vraiment faire quelque chose que je savais faire. C'est comme ça que je me suis intégrée dans la cuisine. Je suis au Burkina depuis bientôt 14 ans. Je suis agent commercial. On dénombre plus de 35 000 Ivoiriens vivant sur le sol burkinabé. Regroupés au sein de l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, ils vivent en parfaite harmonie avec leurs frères burkinabés. Quand je venais au Burkina Faso, je me disais que j'étais en terre étrangère. Mais la majeure partie de ceux que j'ai rencontrés avaient fait la Côte d'Ivoire. Donc par le langage, par la façon de vivre, quand je vois un tiers ivoirien, non, je suis burkinabé. Alors que nous avons les mêmes aspirations. Pour moi, c'est comme quitter Yopouin pour aller à Gamé. Je me suis retrouvé avec des amis, on avait les mêmes repères, les mêmes habitudes alimentaires. Pour moi, ça a été tellement facile. Beaucoup d'Ivoiriens ont des grands-pères, grandes-mères, cousins, cousines, directs, non pas indirects, directs qui sont burkinabés. Il est Kwadio Franck et sa grand-mère Ouedraogo Aminata. Alors du coup, tous les Ivoiriens qui viennent ici ont l'impression d'être en Côte d'Ivoire. C'est juste qu'ils quittent d'une ville à une autre ville. L'intégration est déjà faite d'office, avant même que l'Ivoirien ne vienne au Burkina. Parce que quand il vient, il n'est pas dépaysé.
il ne pose pas trop de questions pour se retrouver. Pour cette diaspora ivoirienne, les valeurs d'union et de fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire doivent être entretenues et le traité d'amitié et de coopération signé en 2008 est la preuve que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères qui sont condamnés à vivre ensemble. Le train relie la Côte d'Ivoire et le Burkina. Quel pays encore la Côte d'Ivoire relie par le train? Il n'y en a pas. Il n'y a que ce pays. Donc ça dit, si techniquement nous mettons au bout 2 fils électriques, le moins le plus, et quelqu'un saisi par Abidjan là-bas, il sera secoué. Ça dit, c'est un lien très fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le TAC. Il y a le TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. C'est un exemple, un bel exemple dans la sous-région. Voilà. Et j'en profite même pour demander aux populations d'adhérer à cette initiative. D'adhérer. Parce que toutes les décisions que les chefs d'État prendront, c'est pour notre bénéfice, c'est à notre bénéfice. Le ciel est bleu partout. C'est la conviction de tous ces Ivoiriens rencontrés qui se sentent chez eux au Burkina Faso. Toutefois, ils comptent demeurer dignes représentants de leur pays d'origine et fondent l'espoir sur ce 6e TAC qui va sans doute contribuer davantage au raffermissement des relations entre les deux pays frères. Et puis l'immigration vers la Côte d'Ivoire date depuis les années coloniales et bien peut-être avant. En effet, depuis les années 1919, le colonisateur recrutait des bras valides voltaïques pour les nombreux chantiers en terre déburnie. Le peuple ivoirien et burkinabé entretiennent des relations donc séculaires et ce n'est pas excessif de dire que les deux pays sont liés par l'histoire et la géographie. Mounira Kéré, Salif Belem. Ce n'est pas une simple formule diplomatique que de dire que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont deux nations liées par l'histoire, la géographie et même par le sang. À l'image des Gans dans le sud-ouest, qui serait une branche du groupe ethnique à Caen en Côte d'Ivoire, plusieurs autres ethnies du Burkina trouvent leurs racines en territoire ivoirien. Lorsque le royaume du Caen a été fondé, donc, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce royaume a donné naissance au Burkina Faso actuel, à ce qu'on a appelé l'Empire du Guriko, autour de Bobo-Dioulasso. Alors ça veut dire qu'il y avait des populations apparentées qui se sont forgées des institutions de gouvernance, parfois les mêmes, et entre lesquelles il y avait une totale mobilité pour des questions de commerce, d'échange. La colonie de Haute-Volta voit le jour, nous sommes en 1919. Une frontière artificielle fut dressée entre les deux pays. Une frontière qui n'est qu'un trait d'union entre deux possessions de la même puissance coloniale, avec une mission commune, enrichir la France. Dans la conception économique et même géopolitique du colonisateur, la Côte d'Ivoire devrait fournir à la France des matières premières, cacao, café, bois, etc. Mais pour le faire, la Côte d'Ivoire devait compter absolument sur ce qu'on appelait l'immense et inépuisable réservoir de main-d'œuvre voltaïque. C'est donc par ce canal qu'à partir de 1919, de milliers de voltaïques migraient vers la Côte d'Ivoire voisine pour travailler dans divers chantiers. Et en 1932, la colonie de Haute-Volta fut supprimée. En dehors des localités comme Nouna, Dori, Wayukia, Arpenda et Fadangourma, tout le territoire a été rattaché à la Côte d'Ivoire. Une bonne partie des voltaïques est donc devenue ivoirienne du jour au lendemain. Il n'y avait plus de voltaïques ni d'Ivoiriens, il y avait des Ivoiriens habitant la basse Côte d'Ivoire, capitale Abidjan, et des Ivoiriens habitant la haute Côte d'Ivoire, créée en 1937, avec comme chef-lieu Ouagadougou. Mais tout ça, ça faisait la Côte d'Ivoire. Durant 15 ans, tout le monde était des Ivoiriens. La Haute-Volta fut reconstituée en 1947 et la communauté de destin a poussé les élites politiques des deux nations à se battre côte à côte pour l'indépendance du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Les deux nations entretiennent des relations de complémentarité qui ont souvent évolué en dents de scie marquées par des périodes de vives tensions, mais aussi et surtout par des moments d'excellentes relations. Sous la Première République en particulier, l'amitié entre le président Houphouët-Boigny et le président Maurice Yaméogo est légendaire. Il y a eu, comme vous l'avez dit, une évolution en dents de scie, mais il n'y a jamais eu rupture en tant que telle. Bien au contraire. Bien au contraire, quand le feu brûlait au Burkina Faso,
c'est la Côte d'Ivoire qui éteint. Et vice-versa. Tel un couple qui entretient des relations traversées tantôt par des moments d'intense amour, tantôt par des crises, on est tenté de dire que le Burkina et la Côte d'Ivoire demeurent deux pays inséparables, condamnés à vivre ensemble pour le meilleur et le pire. Le ministre des Affaires étrangères annoncé en titre ne pourra malheureusement pas répondre à certaines de nos questions sur le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. L'agenda de Alpha Bari ne lui permet pas d'être avec nous ce soir, ce n'est que partie remise. Nous retrouverons le ministre dans nos prochaines éditions. Tout de suite après ce journal essentiellement consacré au traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé 2017, la RTB vous propose Le Triomphe de la raison. C'est un film de 26 minutes, une immersion au cœur des enjeux du 5e traité d'amitié et de coopération tenu à Yamoussoukro, dans la capitale ivoirienne, la Cité des Lacs, en juillet dernier. Le Triomphe de la raison est un grand reportage inédit de Jérémy Sié-Koulibaly, à suivre dans quelques instants. Et pour être complet sur ce sujet, la Direction générale du protocole d'État a l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des corps constitués de l'État qu'à l'occasion de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, l'atterrissage de l'avion présidentiel ivoirien est prévu pour le lundi 17 juillet 2017 à 16h à l'aéroport international de Ouagadougou. L'heure limite d'arrivée des autorités conviées à l'accueil est fixée à 15h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Raymond Balima. Autre titre dans ce journal, le barrage de Samandeni est à un taux d'exécution de 98%. Quant au plan de gestion environnementale et sociale, il est aussi à un niveau très avancé. La mission de supervision conjointe des partenaires techniques et financiers était sur le terrain ce vendredi 14 juillet. Martin Zerbo, Moussa Sanou pour Le Point. Les partenaires techniques et financiers du PEDIS, le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni pour la 7e fois en mission de supervision de ses réalisations. La délégation est ici à l'école primaire de Banakoroso. Là, elle est au CSPR de Diofoloma, des sites tous d'accueil de populations affectées par la construction du barrage. Les populations sont entièrement satisfaites parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous venons de faire le bilan, nous sommes à près de 90% d'exécution des points de revendication du gouvernement et des populations. Tout ce qui avait été prévu d'être fait dans le cadre de ce protocole est pratiquement achevé et vous avez constaté que les sites d'accueil ont pratiquement un taux de 100% de taux d'habitation. Après les sites d'accueil, les partenaires techniques et financiers du PEDIS sont sur le chantier du barrage. Et là aussi, il ne manque pas de saluer les efforts consentis. Le barrage est en pourcentage très avancé, pratiquement plus de 98%. Donc au niveau de la centrale, on est à pratiquement 72%. Il reste que l'acheminement de quelques équipements, notamment les turbines. Et donc dans un délai maximum de 2 ans, en tout cas d'ici la fin de l'année, les équipements seront montés. Ce que nous allons discuter surtout avec eux, c'est surtout les perspectives. Parce que le programme, c'est un programme intégré. Nous sommes qu'à la première phase. Les phases les plus importantes, c'est surtout la valorisation de cette infrastructure. Donc j'entends par là les aménagements hydro-agricoles. Il y a l'unité industrielle, agro-industrielle qui sera aussi mise en œuvre. Et c'est justement l'objet de cette rencontre, une rencontre d'échange qui met un terme à cette 7e mission de supervision conjointe des partenaires techniques et financiers du PEDIS. Et pour refermer ce journal, Dimanche Sport, Mamadi Wena vient de nous rejoindre. Mamadi, bonsoir. Bonsoir, Fousséni. Avec vous, un tour d'horizon de l'actualité sportive de ce week-end. On commence par la 29e journée du championnat national de Division 1. Match nul entre le RCK et les Faux ce soir. Oui, le Rail Club et l'Étoile filante de Ouagadougou qui était au prix, c'était le match le plus attendu de cette journée. Malheureusement, il n'y a pas eu de but dans ce match. Et Faux et RCK se sont neutralisés un score de 0 but partout. C'était vraiment un match très enlevé. Et le titre va se jouer lors de la dernière journée, qui est la 30e journée qui aura lieu d'ici la fin du mois, dans 2 semaines.
Mais au stade municipal, il y a eu but là-bas avec l'ASFB qui était aux prises avec l'Union sportive des forces armées, alors que nous allons revoir ce but en image, le but de l'Union sportive des forces armées. Les images que nous attendons, le but de l'ASFB du moins qui a battu l'Union sportive des forces armées 1-0. Et sur le terrain du RCK, on avait aussi un autre match, c'était l'Asfa Yenga qui était opposé au Santos, score 0 but partout également entre ces deux équipes. Autre résultat de cette 29e journée, BPS AS Sonabel 1 but partout, USCO AS Police 1-3, et l'AS Police qui allait se poser à Banfora, 3 buts à 1, RCB Majestic 0-1 en faveur de Majestic, Raimo FC Kozaf 1-2, Kozaf qui s'impose, et Uzo Agep 2-0. Il faut dire que, comme je le disais tantôt, c'est le statu quo au niveau de la tête. Le RCK et le Forest dans un duel où il n'y a que 2 points qui les séparent, et c'est la 30e journée qui va définir qui du RCK ou de l'EFO va être champion du Burkina. Au niveau du bas du tableau, que ce soit COSAF dernier, Santos, l'USCO et le BPS, c'est la dernière journée aussi qui va sortir ceux qui vont rester en première division et ceux qui vont descendre. Donc, c'était tout pour cette 29e journée de la 2. Et on parle également du meeting international d'athlétisme de la ville de Ouagadougou. Oui, des records et de belles promesses. Voilà, la 14e journée édition du mois du meeting international de la ville de Ouagadougou, Miavo 2017, qui a eu lieu ce week-end. Alors que nous allons voir les images, les athlètes burkinabés qui ont été vraiment en forme. Et bienvenue Sawadogo avec 47,05 bat le record du meeting et le record national que lui-même détenait, c'était au 400 mètres. Et au triple saut, Fabrice Zango qualifié pour les championnats du monde qui aura lieu à Londres dans le mois d'août. Il a reçu un bond de 16,89 mètres. Il était à 2 cm du record national. Il n'a pas pu battre le record national, mais il a battu son propre record. Et au niveau du 110 mètres c'est Florent Sommet, un Burkinabé de la diaspora qui vient au Burkina pour la première fois, qui a remporté cette course. Et au niveau du 100 mètres féminin et du 100 mètres masculin, c'est un duo gambien qui a remporté. Gina Bass, qui a été la plus rapide chez les dames. Alors, vous voyez, sans souci, elle remporte le 100 mètres féminin. Et au niveau des hommes, c'est un duel serré entre Adama Jamé et l'Ivoirien Atou Cissé. L'Ivoirien Atou Cissé qui était au départ en short orange, mais qui a été battu au fil par Adama Jamé de la Gambie. Et on termine avec la Coupe Pullman au handball. Voilà la Coupe Pullman qui a donné son verdict samedi. Au niveau des dames, la Lonabé Handball Club a battu l'Asfa Yenga 37-28. Et au niveau des hommes, AS Sonabel, AS Douane, un duel très serré. Ils sont allés même jusqu'aux prolongations et c'est l'AS Sonabel qui s'impose 26-25. Mais il faut dire aussi que les jeunes handballeurs burkinabés sont actuellement en Algérie où ils prendront part à partir de demain au championnat du monde junior de handball. Ils sont en terre algérienne depuis vendredi dernier. Merci à vous, Mamadi Wena, d'être venu pour Dimanche Sport. À dimanche prochain pour un autre Dimanche de sport. Oui, Fousséni. Et demain, nous aurons Jérôme Kenelbego à 21 h pour le magazine des sports. Avec le développement de toutes ces informations. Merci à vous. Tout de suite, après ce journal essentiellement consacré au TAC, je le disais, la RTB propose Le Triomphe de la raison, un film de 26 minutes, une immersion au cœur des enjeux du 5e traité d'amitié et de coopération dans la Cité des Lacs en juillet dernier. Le Triomphe de la raison, c'est un grand reportage inédit de Jérémy Sié Koulibaly à suivre absolument dans quelques instants. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.